reprendre nos travaux avec la troisième et dernière session qui sera modérée par professeur Awa Fall Niang. Merci à professeur Sané, à la FASEC et à la MENET de m'avoir confié la modération de cette dernière session. Une session justement axée sur l'enseignement à distance. Très importante à mon sens dans la mesure où, comme vous le savez tous, et monsieur l'administrateur de la Fondation l'a rappelé, l'UCAD aujourd'hui considérée comme l'université la plus digitale en Afrique de l'Ouest. Donc, on colle au contexte, d'autant plus que le lancement de notre amphi de nos enseignements cette année a été placé sous le signe de la bimodalité. Donc, pour des raisons évidentes, le Covid étant passé par là, mais également une réalité qui s'impose à nous vu la massification des effectifs au niveau de nos universités. Donc cet après-midi, nous allons suivre 3 communications. Donc une première qui sera donnée par le professeur Christelle Bertin de l'Université de Pau, en suivi de la communication du docteur Moustapha Mbang, directeur de l'EBAD, et enfin une contribution de la DISI avec le professeur Samba Diaw. Donc, je pense que c'est 20 minutes par présentation. Donc, en commençant par professeur Christelle Bertin, vous êtes en ligne? Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez la parole. C'est gentil, je vous remercie. Donc, je me présente, Christelle Bertin, je travaille à l'Université de Pau avec le professeur Jean-Pierre Domecq. Et nous, il y a quelque temps déjà, ça va faire bien 3-4 ans, nous sommes partis sur un projet et un constat qu'il y avait de plus en plus de demandes pour que les modalités, les méthodes pédagogiques évoluent. Par rapport déjà aux attentes sociétales et à tout ce qui pouvait exister. Donc, nous avons fait un petit constat. On était d'accord qu'il fallait qu'on parte sur l'enseignement en ligne, mais qu'il soit très simple à mettre en place, à utiliser et qui réponde vraiment à un réel besoin. Alors, dans l'enseignement agricole en particulier en France, il y a un constat qui a été fait d'un possible produire autrement. Et d'où une invitation à enseigner autrement qui a été lancée et qui implique tous les acteurs. Alors, l'enseignement en ligne, c'est une chose, mais après, ça peut aussi permettre une nouvelle organisation de l'université, des nouveaux modes d'apprentissage, bien évidemment, donc, et d'évaluation, avec des outils. Pour notre part, on pense qu'il faut qu'ils soient le plus simple possible pour pouvoir les mettre en place et qu'ils soient utilisés facilement. Donc, c'est une nécessité aussi par le fait qu'il faut que ça réponde à des problèmes, anticiper des mutations et surtout renouveler les pratiques pour que les étudiants puissent se retrouver dans tout ce qui est proposé de nos jours. Donc, pour cela, je vais axer mon développement sur trois points. Tout d'abord, les problématiques actuelles de l'enseignement en présentiel, les avantages de l'enseignement en ligne et par rapport à l'agriculture, comment est-ce qu'on pourrait l'adapter. Et en fait, en troisième point, le système ELADIS. Donc, c'est le système que nous avons créé avec des outils qui existent, qui sont à disposition en ligne et qui permettent facilement de prendre en main l'enseignement numérique. Donc, tout d'abord, les problématiques actuelles de l'enseignement en présentiel, mais bien évidemment, c'est le décrochage, surtout en cette période de Covid où les étudiants ont du mal à suivre les cours par rapport à des problèmes parfois de logistique. C'est très, très compliqué. Alors déjà, en temps normal, le décrochage était, que ce soit en début, en milieu ou en fin de formation, était assez conséquent, mais cette année, encore plus. Notre problématique, ça peut être les étudiants hospitalisés. Il se peut qu'en cours d'année, on ait un accident ou qu'on ait une maladie.
qu'on ne puisse pas en totalité suivre le cursus en présentiel. Donc, c'est également un problème. L'enseignement en ligne peut pallier à ces soucis. Les étudiants salariés, qui, pour des raisons de confort et pour pouvoir faire, donc, en plus de leur activité salariée, de suivre des études, malheureusement, avec le présentiel, souvent, il se trouve que les cours sont au même moment que les horaires de travail et donc ils finissent par lâcher prise ou ne pas suivre les cours et abandonnent. Il y a aussi le fait qu'il y a des habitants, des étudiants qui habitent parfois dans des zones rurales qui sont très mal desservies. En France, on a aussi le souci où parfois les universités sont assez loin des personnes qui se trouvent dans les milieux en montagne ou dans des zones un petit peu rurales. Et c'est très, très compliqué pour eux de venir tous les jours, un temps de transport assez conséquent, plus le coût du transport, bien évidemment, qui ne peut pas être assumé par tout le monde. Le coût des études, les familles très modestes n'ont parfois pas les moyens de payer des études à leurs enfants, et le fait de devoir payer un logement, tout ce qui incombe à un enseignement en présentiel à l'université, pose aussi des soucis et des barrières pour qu'il y ait une démocratisation. Enfin, les problèmes d'infrastructure. De plus en plus de nos jours, il y a de plus en plus d'étudiants. Le nombre a augmenté, c'est assez conséquent. Les universités, les tailles des amphis, d'autres ressources pour que justement l'enseignement soit le plus adapté. Parce qu'en fait, dans l'enseignement en ligne, ce qui est le plus important, c'est une individualisation. Et c'est ça qui va être le moteur, je veux dire, pour que l'étudiant, parce qu'il faut bien se rendre compte que maintenant, chaque étudiant a son propre monde de fonctionnement. Certains vont aller plus vite, d'autres vont travailler d'une certaine façon. Et l'enseignement en ligne permet justement cette adaptation. Alors, avec le système de ELADIS, que je vais vous présenter juste après, on peut faire des contrôles plus fréquents aussi, ce qui permet à l'étudiant de se positionner, de savoir où est-ce qu'il en est, de ses acquis, ce qui lui reste, ce qu'il peut revoir. Car avec le système qu'on a mis en place avec M. Domecq, la correction, elle est quasi automatique. Donc, à partir du moment où vous avez mis un exercice en place, les étudiants peuvent le faire et ils ont une réponse à leur exercice sans que vous ayez un quelconque... vous ne devez pas valider quoi que ce soit, corriger, tout se fait automatiquement. Donc, partant de ce constat, on a créé ELADIS, donc c'est enseignement en ligne asynchrone à distance. Donc, c'est un outil pédagogique en ligne, alors qui se veut très très simple. Alors en France, on a aussi Moodle à l'université de Pau. Et on s'est rendu compte, alors Moodle est très très bien, mais Moodle est assez complexe. Donc complexe pour les enseignants et complexe pour les étudiants. Du coup, il n'est pas utilisé comme il devrait l'être. Avec les deux plateformes collaboratives dont on s'est servi pour créer l'ELADIS, la prise en main, elle est très très simple et c'est accessible à tous, c'est très simple. Du coup, les enseignants vont être en totale autonomie dans la mise en œuvre et les étudiants vont très vite se retrouver dans ce système. En ce qui concerne les étudiants, donc pour les premières années de licence, on leur a mis en place des TD d'économie en ligne. En début de semestre, on fait une petite séance d'entraînement, ce qu'on appelle, où là, on va leur présenter le fonctionnement de la plateforme. À partir de ce moment-là, en 1 heure, les étudiants sont capables après de se servir seuls, en totale autonomie de la plateforme. Ils sont autonomes complètement. Donc, les plateformes collaboratives qu'on a utilisées, alors peut-être que vous les connaissez, c'est le Padlet et la Cuisinière. Alors, le Padlet, ça se présente sous forme de... C'est comme un tableau, c'est un tableau numérique, mais virtuel. Donc, c'est comme si vous aviez un tableau sur votre écran, sur lequel on va pouvoir mettre tout un tas de ressources.
Ça marche comme des post-it. Vous avez en bas à droite un petit bouton plus. Sur ce bouton plus, vous appuyez et vous allez directement pouvoir charger sur cette plateforme des documents, des vidéos, des exercices. L'étudiant, il suffit juste de lui donner le lien de votre Padlet que vous aurez créé et il pourra se connecter à tout ce qui est en ligne. Il aura accès à n'importe quel moment et où il veut à toutes ces ressources. Alors, nous, on est parti du principe, donc le Padlet, pour nous, il y avait sur ce Padlet, on avait donc chargé tout le cours. Il y avait les accès au TD et il y avait les corrections des TD. Comme ça, l'étudiant pouvait à n'importe quel moment reprendre le cours, avoir accès au TD, faire des exercices et avoir également les corrections. Alors, le Padlet, il peut aussi, il y a une autre utilisation, ça peut être dans le sens aussi au moment du recrutement, quand vous recrutez des étudiants pour une formation. Ça peut être aussi, l'étudiant peut très bien venir se présenter et déposer une petite vidéo sur le Padlet. Donc, ça leur évite de se déplacer. Vous pouvez leur demander qu'ils présentent leur projet, le pourquoi ils souhaitent rentrer dans cette formation. Et ils peuvent, eux, directement aussi charger, suivant les droits que vous aurez donnés, ils peuvent aussi charger leurs vidéos sur cette plateforme. C'est vraiment un outil très, très bien fait et très simple. Vous pouvez le partager avec d'autres professeurs, qui est aussi, donc ça peut être vraiment l'outil, la plateforme qui sert à une formation entière et où chacun viendra mettre ses ressources. Et l'étudiant n'aura que cette plateforme. Ça peut être aussi on pourrait très bien imaginer que les professeurs puissent travailler avec des professionnels du milieu agricole, agroalimentaire ou n'importe, pour que les uns et les autres contribuent à charger, à mettre sur cette plateforme des ressources. Nous pensons qu'une plateforme qui peut être utilisée pour l'enseignement en ligne ne peut être utile que si elle est simple et facile à utiliser. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc, la parole est maintenant à Dr Moustapha Mbengue. Bonjour, professeur. Et bonjour à tous ceux qui nous suivent de loin. Bonjour, chers collègues présents dans cette salle. Je voudrais présenter une étude sur les 20 ans de formation à distance à l'EBAD, École des bibliothécaires, archivistes et documentalistes, qui est à l'université Cheikh Anta Diop, école que je dirige depuis 2 ans maintenant. Ce que j'essaie de faire, c'est d'analyser un peu notre dispositif pédagogique, que j'ai appelé dispositif pédagogique africain, tout simplement. Parce qu'à l'époque où nous avons démarré la formation en 2000, l'Internet n'en était qu'à ses débuts en Afrique et nous avons été obligés de réfléchir nous-mêmes à notre propre plateforme pour l'adapter à nos réalités, à nos besoins de l'époque. Donc, ce que j'essaie également de faire, c'est de présenter quelques perspectives à l'ère des MOOC. Alors, pour la présentation, j'ai un plan qui se présente comme suit. Donc, une introduction où j'essaie de présenter un peu le contexte de l'étude. Je vais très rapidement donner après des éléments de méthodologie, donc la méthode que j'ai utilisée pour analyser un peu ce que nous faisons à l'EBAD. Et j'essaie évidemment de présenter également quelques résultats de cette étude, tout en essayant de proposer quelques perspectives. Bon, je n'ai pas la bonne présentation apparemment, mais c'est pas méchant. Donc, ce que je tente de faire principalement, c'est d'apporter quelques éléments de réponse par rapport à la problématique de la formation à distance en Afrique en général, mais plutôt au Sénégal en particulier, en partant effectivement du cas de l'EBAD, sur lequel j'essaie un peu de poser un regard critique pour essayer de ressortir les forces et les faiblesses de notre modèle, afin de voir si éventuellement ce modèle est reproductible. Alors, le contexte de l'étude, c'est un moment de saturation des effectifs dans nos universités publiques au Sénégal. Donc, si vous prenez l'exemple de l'université Cheikh Anta Diop, comme nous le savons tous, nous dépassons 80 000 étudiants
pour être prudent. Et chaque année, il y a beaucoup d'étudiants qui réussissent au bac et qui tapent à nos portes, alors que les capacités réelles de l'université ne dépassent pas 10 000 places. Alors, chaque année, plus de 30 000 nouveaux bacheliers. Quand je dis plus de, j'essaie d'être prudent, parce qu'il y a d'autres universités qui également recrutent des bacheliers. Mais ce que je constate, c'est que l'université de Dakar est l'université qui est la plus sollicitée. Les solutions que l'État a essayé de mettre en œuvre, c'est d'essayer de proposer, ça c'est une politique, de maximiser les recrutements dans les universités publiques. Mais aussi, à un moment donné, l'État a inscrit des bacheliers dans des universités et écoles d'enseignement supérieur. Et l'État a dû changer d'option en 2020. Mais également de privilégier la solution de la formation à distance. Et c'est ce qui, en réalité, a justifié la mise en place de l'Université virtuelle du Sénégal en 2013. Cette université comptait en 2018 plus de 22 000 étudiants. Et selon son dernier rapport de 2019, ils ont pu recruter également 10 000 étudiants, 10 000 bacheliers à partir de 2019. Ce qui en fait maintenant la deuxième université en termes d'effectifs au niveau du Sénégal. Mais pour en revenir un peu le cas de l'EBAD, les questions que je me pose, c'est est-ce que le modèle EBADien que nous avons aujourd'hui répond encore aux objectifs et aux attentes des apprenants liés à l'exigence du métier des sciences de l'information et de la communication. L'autre question, c'est aussi à l'heure où l'EBAD est aujourd'hui cité comme étant un modèle de réussite en Afrique, il est intéressant de se demander si ce modèle est reproductible. J'essaie également de répondre à cette question. Et finalement, la question que nous nous posons peut-être tous, c'est est-ce que la FADIS est réellement la solution? Alors, très concrètement, pour présenter le modèle de l'EBAD, c'est un modèle que nous appelons formation à distance, mais qui est en réalité un peu hybride. Parce qu'à chaque fois, en début d'année, nous essayons, ce que nous avons fait en tout cas jusqu'ici, c'est de réunir les étudiants apprenants en stage de regroupement pour leur permettre à la fois de faire la connaissance des enseignants, mais également de s'habituer à notre plateforme à distance, et éventuellement de pouvoir même à partir de ce stage de regroupement, essayer de réfléchir sur des projets de mémoire qu'ils essaient de valider avec un encadreur qu'ils auront choisi à la fin du stage de regroupement. Donc nous avons également essayé au début de faire une soutenance à distance, mais pour nous les Sénégalais qui sont basés à Dakar naturellement, eux ils venaient faire leur soutenance en présentiel à l'EBAD. À un moment donné, on a signé une convention avec les campus numériques francophones et tous les étudiants africains, parfois on avait des étudiants jusqu'en océan Indien et tout, et ils soutenaient un peu leur mémoire dans les campus numériques francophones. Ils faisaient également leurs évaluations là-bas pour qu'on puisse avoir un peu de surveillance des évaluations. La remarque, c'est que notre modèle n'avait pas évolué jusqu'en 2019 et que moi, à partir de ce moment-là, il m'a paru nécessaire d'y jeter ce regard critique. J'ai utilisé un modèle d'évaluation, il y en a beaucoup, l'évaluation d'enseignement. J'ai utilisé un modèle quand même qui me paraissait intéressant, c'est le modèle de Kirkpatrick, qui a été proposé en 1959, donc bien avant l'avènement du numérique, mais c'est le modèle que moi j'ai utilisé pour un peu évaluer notre formation à distance. Parce que c'est un modèle qui est cité par tous les spécialistes comme étant l'un des modèles, en tout cas les plus intéressants par rapport à l'objectif. Ici, l'objectif n'est pas de se demander est-ce qu'il faut oui ou non continuer à faire de la formation à distance. Mais l'objectif consiste à regarder un modèle, analyser ses forces, ses faiblesses, pour pouvoir justement, effectivement, améliorer ses performances. Et c'est ça que vise le modèle de Kirkpatrick. Et moi, c'est ce qui un peu m'avait motivé à utiliser ce modèle d'analyse. J'ai rapidement présenté les éléments qui font le modèle de Kirkpatrick, c'est-à-dire mesurer le niveau de satisfaction de l'apprenant, mesurer le niveau d'acquisition des connaissances, et puis la capitalisation des connaissances après la formation, mais également l'impact de la formation à la fois chez les apprenants et chez l'entité qui forme, donc à l'EBAD. Donc voir qu'est-ce qu'on a capitalisé, nous, en tant qu'école de formation, et qu'est-ce que les apprenants ont pu capitaliser à partir de notre formation.
Donc, pour ce faire, j'ai essayé d'avoir un échantillon le plus représentatif possible en utilisant un peu une méthode de quota, consistant à prendre des étudiants de 10 promotions et dans chaque promotion prendre 10 étudiants, tout en essayant de veiller à une diversité un peu des nationalités. Parce que nous avons dans nos formations, si je compte bien, après 29 nationalités. Et sur les 100 étudiants que j'ai contactés, nous avons eu 78% de retour. Bon, ce n'était pas difficile de les contacter parce qu'on avait la base de données de l'EBAD et tous les étudiants étaient pratiquement nos anciens étudiants. Et c'était justement avec un grand plaisir qu'ils se prêtaient au jeu de nos questions. Donc nous avons également un guide d'entretien qui nous a permis un peu de discuter avec les PATS, notamment le service de la scolarité, savoir effectivement qu'est-ce qu'ils ont pu, eux, capitaliser en termes de compétences liées à cette formation à distance. Nous avons fait la même chose avec les enseignants, y compris les vacataires qui intervenaient également chez nous. Et c'est tout cela qu'on a essayé de mettre ensemble pour pouvoir également tirer quelques éléments de réflexion, pour ne pas dire de conclusion. Nous avons en fait effectué une analyse croisée des différents résultats et je ne manquerai pas justement de présenter les résultats de ces études. Donc le premier élément que j'ai fait essayer de présenter, c'est plutôt le profil sociologique de nos apprenants. Donc pour ce qui concerne le modèle de l'EBAD, nos étudiants sont constitués essentiellement d'hommes. Et ils sont d'un âge relativement avancé, donc à partir de 35-40 ans. Et si on regarde bien également, c'est des professionnels en activité. Majoritairement, c'est des professionnels en activité. Alors, pour les nationalités, naturellement, c'est le Sénégal qui est le plus présent avec 27%. Donc, on a également d'autres pays, Niger, Côte d'Ivoire, Togo, Burkina, Rwanda, Burundi, il y en a eu jusqu'en Liban et même à un moment donné en France. Pour ce qui concerne les motivations que nous avons analysées chez les apprenants, donc pour l'essentiel, c'est lié à des perspectives professionnelles, c'est-à-dire des professionnels qui avaient envie d'évoluer dans leur carrière. Et certains, donc pour 27%, 31% après, c'est pour un épanouissement personnel, c'est-à-dire pour des connaissances qu'ils souhaitent acquérir personnellement. D'autres étaient motivés par la possibilité de travailler et de faire une formation en même temps. Ça rejoint un peu ce que disait tout à l'heure le professeur Barton. Et il y a des gens qui sont tout simplement motivés par le coût. Parce que nos formations à distance, comparées au fait d'aller étudier en France ou au Canada, c'est-à-dire les deux écoles, les deux pays qui étaient en tout cas le plus présent dans les formations en cycle, en tout cas où nous avons été formés, s'il fallait y retourner pendant 2 ans pour faire un master, ça coûterait beaucoup plus cher. On a mesuré 4 à 5 fois que par rapport à ce que ça peut coûter en restant à l'EBAD, tout en restant, comme elle le disait, en famille et en conservant son travail. Donc effectivement, le coût de la formation était une motivation pour nos apprenants. D'autres n'ont pas peut-être de véritable motivation, sinon le fait de ne pas aller en chômage. Parce qu'après une formation en présentiel, on n'est pas sûr de ce qu'on va trouver sur le marché du travail. Certains se sont dit, écoutez, si on a la possibilité, on s'inscrit tout en continuant. Mais en général, c'est des étudiants qui sont issus de nos formations présentielles et qu'on a réussi à qui on a proposé de venir s'inscrire en master parce qu'ils en avaient justement le potentiel. Nous, chaque année, on prend les 5 meilleurs étudiants de la formation présentielle. On leur dit, dans chaque classe, vous pouvez passer en master. Mais certains choisissent d'aller à distance parce qu'ils sont dans une perspective de trouver un emploi, parce qu'ils ont déjà un métier. Et ces gens-là, leur motivation, effectivement, c'était la crainte d'aller en chômage. Pour ce qui concerne le niveau de satisfaction, on a essayé de mesurer le niveau de satisfaction par rapport aux méthodes pédagogiques, par rapport au rythme de travail, par rapport au contenu du cours, au mode d'évaluation, au tutorat, mais par rapport également au dispositif technique. Et ce qui est constaté, c'est qu'en général, notre dispositif, nos méthodes pédagogiques conviennent plutôt à nos enseignants. Le rythme de travail, pour certains, est assez élevé, parce que la plus grosse difficulté, d'après ce qu'on a eu dans les études, c'est que certains avaient du mal à gérer leur temps social, leur temps professionnel et leur temps d'études. Ça, c'est le plus compliqué. Donc, en moyenne,
au début de la formation, on avait estimé que pour suivre un cours normalement, il fallait pouvoir dégager 2 heures par jour pour pouvoir suivre normalement un cours. Ça a peut-être évolué entre-temps. Le contenu des cours est essentiellement satisfaisant. Donc, en tout cas, pour 49%, pour l'essentiel, c'est très satisfaisant. Et pour 37%, c'est moyen. Les modes d'évaluation, ça convient à beaucoup, enfin à l'essentiel, parce qu'on est assez flexible. On peut faire une évaluation normalement assez sur place, mais parfois, quand la situation l'impose, le prof peut prendre sur lui la responsabilité de laisser plus de temps à l'apprenant pour qu'il puisse faire son évaluation et l'envoyer en lui donnant un délai, par exemple, de 24 ou 48 heures. Le tutorat constitue encore, d'ailleurs, je dois dire, le ventre mou de notre formation. On a vraiment eu du mal avec le tutorat. Au début, c'est un collègue qui s'en occupait, après, c'était le responsable informatique. Mais notre mode de tutorat, c'est ce qui pose le plus, jusqu'à présent, problème dans notre formation à distance. La plateforme a constitué une de nos satisfactions, parce que comme je le disais, au début, quand on commençait, soit en 2000, je dis bien, il y avait très peu de plateformes, et celles qui existaient, on n'avait pas les moyens, en tout cas, d'avoir ces plateformes-là. Et ça ne répondait peut-être pas forcément à ce que nous voulions à l'époque. Parce que moi-même, j'ai été formé, je fais partie de la première promotion d'étudiants formés à distance à l'EBAD. Et en 2000, l'EBAD, c'est la première école africaine francophone à avoir fait une formation à distance diplômante. Alors, la plateforme a été une de nos grandes satisfactions, mais 20 ans après, cette plateforme ne répondait plus aux normes en termes d'interactivité, en termes de possibilité d'avoir du score, tout ça là et tout. La plateforme ne répondait pas parce que c'était une plateforme développée avec ASP pour les informaticiens, tournée sur un serveur de type IS. Donc maintenant, ça a beaucoup évolué. Et je dirais bien également comment. Autre élément que nous avons analysé, c'est le niveau de satisfaction globale. À la fois par rapport aux attentes personnelles, donc les motivations qui étaient formulées au début, et par rapport également aux attentes professionnelles. L'un dans l'autre, on a des niveaux de satisfaction qui tournent à 80%. Ça se comprend bien parce que quand quelqu'un vient se former pour avoir un diplôme et puis avoir une perspective de progresser comme chef de service ou bien de préparer sa retraite, s'ils ont un diplôme, ils estiment qu'ils sont satisfaits. Parce que leur motivation en réalité, c'est d'avoir un diplôme pour progresser dans leur carrière. Pratiquement tous les gens qui sont à l'Université de Dakar et qui avaient fait notre formation de type master, après ont été reclassés à l'université. Dans certaines administrations, c'est pareil, mais il y a certains pays qui ont encore du mal parce qu'on a délivré au début des attestations et ces attestations n'étaient pas reconnues dans ces pays-là et l'université est restée pendant longtemps dans une période où elle n'avait pas délivré de diplôme en cause du LMD. Bon, certaines institutions ont encore des soucis dans ce domaine, mais c'est en phase d'être réglé. Donc, pour la capitalisation des connaissances, ce qu'il faut retenir, c'est que notre expérience nous a montré que certaines matières techniques en sciences de l'information et de la communication se prêtent difficilement à l'enseignement à distance. Certaines matières techniques, donc description bibliographique, certaines matières telles que l'informatique documentaire, etc., sont des matières qu'on a encore du mal à enseigner à distance. Aussi, les fondamentaux ne sont pas cités dans les satisfactions, si on regarde le tableau. Pourquoi? Parce que les fondamentaux, c'est les matières de base en sciences de l'information et de la communication. Mais puisque notre public est essentiellement constitué de professionnels qui ont une expérience de terrain, ce n'était pas une satisfaction pour eux parce que ce n'était pas en réalité une acquisition de connaissances. C'était un peu une consolidation ou bien une continuité de ce qu'ils faisaient. Ce qui fait que des matières dites fondamentales ne sont pas citées comme étant des satisfactions, alors que les matières techniques sont parfois très difficiles à enseigner à distance. Mais dans l'ensemble, on a vu qu'il y avait 80% de satisfaction au total. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça en termes de résultats? C'est qu'en 20 ans de formation à distance, donc, on a eu à former plus de 1000 étudiants en licence et en master à l'EBAD. Donc là, j'ai mis 2018, mais ça fait plus que ça. Provenant de 29 nationalités. Et à un moment donné, l'EBAD a expérimenté un certificat en archivistique en ligne
C'était destiné à des gens qui avaient une expérience de terrain, mais qui n'avaient pas de diplôme dans le domaine. Bon, ça, on a dû arrêter à un moment donné, parce que bon, on a reçu également la contestation des professionnels, notamment des associations, qui ont estimé quand même qu'eux, ils sont diplômés et qu'il y a un problème d'emploi, et que l'université n'avait pas forcément à donner un certificat à des gens qui ne sont pas des professionnels. C'est une contestation ça se comprend. D'autant plus que dans les derniers recrutements de l'État, ils ont recruté très peu de professionnels d'information documentaire, et nous, on comprenait cette préoccupation. Et en attendant de pouvoir trouver ensemble une solution, on a préféré pour l'instant arrêter cette formation que l'on déroulait sous forme de, comme dans le modèle des MOOC, alors qu'à l'époque, les MOOC n'étaient pas très, très avancés. Quelques avantages de la FADIS. Donc, on peut dire que pour ce qui concerne les enseignants, ça a permis de renforcer les capacités en numérique éducatif. Les enseignants qui n'étaient vraiment pas dedans, c'est-à-dire des enseignants qui étaient d'un âge relativement avancé, donc qui n'avaient pas très tôt découvert justement ces outils de la formation à distance, et avec de la volonté, ils se sont mis à la faire, et ils sont tous maintenant très compétents en termes d'enseignement à distance. Ça a permis également de contribuer à l'image de l'EBAD, comme étant la première école à avoir fait une formation à distance diplômante en Afrique francophone. Et dans certaines thèses même, comme Pierre-Jean Loiret, il a dit tout simplement en Afrique. Mais pour être prudent, je dirais en Afrique francophone parce que je ne peux pas savoir ce qui se fait dans d'autres pays ou à d'autres endroits. Mais dans sa thèse, il a dit l'école, c'est la première école africaine à avoir fait de la formation à distance. En tout cas, pour le Sénégal, où l'Internet est arrivé entre 97 et 98, nous, en 2000 déjà, on était sur la formation à distance. Donc 2 ans après l'arrivée de l'Internet au Sénégal. Donc aussi, pour les étudiants, c'est une matière à produire. Donc la formation à distance a permis aux apprenants, je dirais bien aux enseignants, de pouvoir produire, écrire sur les dispositifs de formation à distance, sur notre modèle et tout. Pratiquement, chacun d'entre nous a consacré un article à la formation à distance. Et ce que également on peut en tirer comme avantage, c'est qu'il y a plus de confiance, en tout cas de nos partenaires et du monde scientifique par rapport à ce que nous faisons. Et que même pour ce qui concerne l'UVS, au mois de mettre en place l'UVS, on a beaucoup eu à échanger. Et le premier responsable de l'UVS avait consacré une partie de sa thèse à la formation à distance de l'EBAD. Développement de nouveaux partenariats, y compris avec des universités anglophones, Finlande, Namibie, Tanzanie, Afrique du Sud, etc. Bon, sans compter les partenaires classiques du monde francophone. Ça nous a permis également d'augmenter les effectifs. Bon, on n'avait pas suffisamment d'espace présentiel pour accueillir tous ceux qui voulaient venir chez nous, mais dans la formation à distance, nous n'avons pas ces contraintes-là. Donc notre effectif, c'est sensiblement, a carrément augmenté avec la formation à distance. Et même ce que nous avons eu comme expérience à formation à distance nous a permis aujourd'hui, notamment dans le contexte de la pandémie, 2 semaines après que l'université ait pris la décision de verser en formation à distance, nous, on avait déjà démarré pour les étudiants qui étaient en présentiel. Parce que justement, on avait pu capitaliser notre expérience de formation à distance et nos étudiants avaient juste besoin d'être formés à l'utilisation de notre plateforme. Et 2 semaines après, on a pu démarrer et on a pratiquement eu une année normale l'année dernière, malgré la pandémie. Donc, plus d'implication également des vacataires. Les vacataires, c'est les enseignants qui enchaînent, qui sont aussi chez nous, qui viennent intervenir. Eux, ils participent également à notre formation à distance. Ils sont également formés au même titre que les enseignants titulaires de l'EBAD. Et ce qu'il faut retenir, en conclusion d'ailleurs de tout ça, c'est que ma conviction est que la formation à distance n'est pas destinée à des primo-entrants. Ce n'est pas destiné à des gens qui viennent du bac. Certains n'ont jamais utilisé d'ordinateur, encore moins fait de formation à distance. Je pense sincèrement que la formation à distance n'est pas une formation au rabais. Et que souvent, les étudiants qui sont orientés en formation à distance et qui n'en ont pas fait la demande ne sont pas motivés pour réussir de la formation à distance. Et ça constitue un des problèmes, en tout cas, entre guillemets, du modèle de l'UVS, pour ne pas le dire. Donc, moi, c'est ma conviction. Pour nous, la formation à distance intervient à partir de la licence. Et entre licence et master, les gens ont eu suffisamment de prérequis pour pouvoir suivre ces formations-là.
sauf dans d'autres modèles, peut-être prévoir un temps d'adaptation sous forme de prépa ou de je ne sais pas comment on peut l'intituler. Mais ma conviction est que la formation à distance n'est pas destinée à des gens qui n'ont pas de prérequis en termes d'utilisation de TIC. Même si nous admettons que la mise en place de l'UVS est une bonne chose, elle ne peut s'inscrire dans une approche de réduction des effectifs. Donc la formation à distance ne peut pas être pensée pour réduire des effectifs. C'est un mode d'enseignement aussi valable que la formation en ligne, pour peu qu'elle ait été pensée ainsi et que les dispositifs suivent. Que les gens aient la possibilité de dire, moi je veux faire de la formation à distance, c'est mon choix, je vais le faire. Mais pas que je suis orienté en formation à distance parce qu'il n'y a plus de place dans les universités. Si on le fait, c'est le meilleur moyen d'échouer. Ensuite, ce que je retiens de cette expérience, c'est que le modèle de l'EBAD ne me semble pas être reproductible en l'état. Parce que nous avons dû franchir plusieurs étapes et à chaque fois, on a été obligé de nous réajuster. Mais jusqu'en 2019, en tout cas, pour moi, notre plateforme, parce que j'ai commencé cette étude-là en 2018, notre plateforme n'était plus conforme. Elle ne pouvait plus continuer à faire la formation à distance. Heureusement, entre-temps, avec le soutien de la DISI, on a basculé dans la plateforme de la DISI. Parce que quand on a démarré la formation à distance, on avait loué une ligne ADSL à la Sonatel. Et la même ligne, avec le même débit, on l'a conservée de 2000 à 2018. Donc finalement, elle ne pouvait plus servir à rien parce que c'était dépassé. Ça ne répondait plus à la sollicitation. Bon, depuis qu'on a changé de plateforme, qu'on a viré sur Moodle et qu'on est maintenant sur le réseau de la DISI, donc on est beaucoup plus rapide, on a plus d'interactivité et on a des résultats qui se font sentir maintenant, même s'il reste encore des choses à faire, il faut l'avouer, parce que nous n'arrivons pas à utiliser tout le potentiel de Moodle, je le sais. Et même en ce qui concerne l'évaluation, il y a encore des efforts à faire. Donc ça, il faut aussi l'avouer. Donc, le modèle de l'EBAD a fini de convaincre que la formation à distance nécessite pour les apprenants des prérequis en termes d'aptitude et l'usage de l'outil pédagogique TIC. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir en termes de pédagogie, de perspective, pour finir? C'est que partager le modèle de l'EBAD et l'adapter à chaque situation, puisque le modèle n'est pas reproductible dans les dents. Donc, pour les gens, nous en tout cas, qui nous sollicitent pour pouvoir reprendre notre modèle et faire, ce qu'on leur dit, c'est que OK, c'est un modèle que vous pouvez utiliser, mais il faut carrément l'adapter à votre situation parce que c'est un modèle qui a été destiné à enseigner les sciences de l'information et de la com et que ça ne répond pas forcément pour d'autres domaines. Se mettre à jour des standards, donc ça, c'est ce que nous avons fait en allant sur Moodle. S'inspirer également du modèle pédagogique des MOOC et améliorer la qualité de la FADIS. Donc, dans notre modèle, on a eu très peu, par exemple, de capsules vidéo jusqu'ici et que depuis un certain temps, quand même, les gens commencent à s'y mettre. Et rien n'est encore figé, mais nous espérons que nous sommes sur la bonne voie et qu'il y a encore des efforts à faire. Donc, voilà très rapidement ce que j'ai voulu partager sur le modèle de l'EBAD, en espérant que ce que j'ai vu également de la présentation du professeur Bertin permet de voir certaines convergences entre nos deux modèles, et certainement avec d'autres, et qu'il y aura lieu d'échanger sur tout cela. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, cher Moustapha.